Faisons le point sur ce mois de juillet. En quelques semaines, des policiers se sont mis en grève partout en France pour protester contre une décision de justice. Le président de la République s'exprime enfin à propos des émeutes avec un discours qu'on jugera douteux, tout juste après avoir remanié son gouvernement avec des changements qu'on continuera de juger douteux. Bref, c'est chaotique. Stanislas Rigaud, porte-parole d'Éric Zemmour, est venu commenter sans langue de bois chacun de ses épisodes pour VA+. L'occasion pour lui d'évoquer les élections européennes très attendues qui arrivent dans moins d'un an. Bonjour Stanislas Rigaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. À l'heure où on se parle, des policiers font grève pour protester contre la mise en examen de 4 policiers suite aux émeutes urbaines. L'un d'eux est en détention provisoire. Par solidarité, partout en France, des brigades, des commissariats, etc. ont fermé pour poursuivre ce mouvement de contestation. Qu'est-ce que ça vous évoque ? La situation suivante, c'est que ça fait des années que les policiers sont maltraités dans ce pays, qu'ils font un travail extrêmement compliqué, difficile, dans des conditions absolument affreuses, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à la violence de tous les jours, ils sont là pour défendre les Français tous les jours, ils ont de plus en plus de travail, et dans le même temps, on a des politiques qui les lâchent. Alors une classe politique qui n'arrive pas forcément à les protéger, celle qui est au pouvoir, et une autre partie qui a décidé de les détester et d'en faire des boucs émissaires. Évidemment, quand je parle de cette catégorie de politiciens, je parle évidemment de la NUPES et de la France Insoumise plus précisément, mais quand on voit tout ce qu'ils prennent dans la figure, notamment après les émeutes, notamment après les mobilisations qu'ils ont dû mettre en place, notamment entre la nuit du 13 et 14 juillet, on comprend qu'il y ait une colère. On comprend qu'il y ait une colère dans ce pays. Et puis en plus de cela, on a l'impression qu'il y a un traitement particulièrement dur envers certains policiers. On voit évidemment avec celui qui a tué Naël, qui a été mis en prison, qui n'a pas, je crois, encore eu la possibilité de voir sa famille. Et on se demande pourquoi tant de sévérité à l'égard de ces policiers qui en fait qui devraient suivre le processus normal de justice et qui se retrouvent en fait absolument contre le mur et avec des politiques, encore une fois, qui soit les attaquent, soit ne les défendent pas assez. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'un pays dans lequel les forces de l'ordre sont contraintes de stopper leur activité pour se faire entendre, au risque de ne pas secourir, de ne pas sécuriser la population ? Je vais vous dire, premièrement, un peu ironiquement, mais toutes les personnes qui voudraient les désarmer ou qui voudraient se passer de la police en France ou qui les attaquent en permanence, ça va leur faire tout drôle de voir quand ils ne sont pas actifs. Ça, c'est la première chose, c'est un peu cynique et c'est un peu ironique, mais on va voir ce que ça donne un pays quand des policiers se sont mis à l'arrêt, premièrement. Et deuxièmement, c'est quand même une catastrophe, c'est-à-dire qu'on est quand même là dans le 5 ou 6e puissance mondiale, donc ça dépend des différents classements, mais et là on voit nos policiers mis à l'arrêt parce que s'ils ne le font pas, on ne les entend pas. Et d'ailleurs, je tiens à faire remarquer que peu de médias en réalité en ont parlé, ou en tout cas c'est quand même plutôt mis sous le tapis. Ça commence à monter parce qu'évidemment le mouvement s'amplifie, mais au tout début on avait quand même l'impression que c'était les réseaux sociaux qui ont permis de parler de ce sujet-là. Donc évidemment certains médias en parlent et aujourd'hui face à l'ampleur de ce mouvement inédit, on est obligé de le commenter, mais encore une fois on ne peut pas imaginer être un pays fort et puissant et avoir une police qui se met à l'arrêt parce qu'ils sont en colère face au gouvernement en place et aux adversaires politiques. Vous trouvez que l'espace médiatique joue un rôle dans cette mise à l'écart des policiers dans la société ? Pas tout le monde, c'est-à-dire que certains évidemment relaient les faits tels qu'ils sont, mais d'autres en tout cas, soit par les attaques des différents hommes politiques invités dans les plateaux, d'ailleurs d'autres chroniqueurs aussi pas forcément étiquetés politiquement, mais moi j'ai eu l'impression, en tout cas peut-être une impression erronée, mais que cette colère des policiers, peu voulaient l'entendre, ou en tout cas qu'elle a été un peu mise sous le tapis. Alors évidemment, encore une fois, ça fait quelques jours déjà, les faits dont vous me parlez, donc là ça prend de l'ampleur, mais c'était pas évident pour eux de se faire entendre, et ils n'ont pas le choix maintenant que de le faire pour arriver à percer le mur du son. Alors Emmanuel Macron s'est finalement exprimé publiquement à la télévision ce lundi, soit 3 semaines après les émeutes, et explique que le pays a besoin d'un retour à l'autorité, mais aussi de revoir notre politique de répartition des difficultés. Alors c'est plutôt la deuxième partie qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il n'ose pas dire ? Vous savez, on en a déjà parlé pendant toute l'année, c'est-à-dire que Macron, il a une politique de répartition des migrants. Parce que en fait, le mot qu'il ne dit pas dans toute l'interview, en fait, c'est le mot immigré ou le mot immigration en réalité. Il cache ce mot-là tout au long de son entretien, alors qu'en fait, c'est sous-jacent. C'est le problème sous-jacent à beaucoup de nos problèmes dans ce pays. Vous savez, nous, Éric Zemmour, pendant la campagne, il disait la chose suivante: l'immigration n'est pas à cause de tous nos problèmes, mais elle les aggrave tous, que ce soit dans le cas des émeutes, que ce soit dans le cas des violences urbaines, que ce soit dans le cas des agressions de rue, des viols, des agressions du quotidien. À chaque fois, il y a quand même cette constance qui nous ramène régulièrement à l'immigration. Et Emmanuel Macron ne veut pas nommer ce problème-là, alors que d'ailleurs, au passage, certains de ses ministres l'ont fait par le passé, et lui ne veut pas le faire, et d'ailleurs on comprend, parce que il ne veut pas alarmer une partie de son électorat. Vous savez, on a beaucoup commenté le fait qu'il soit allé sur le journal de 13h. C'est un électorat peut-être un peu plus vieux, peut-être un peu moins au fait des réseaux sociaux, des revues d'actualité qui peuvent permettre de se rendre compte de ce qui se passe dans le pays. Et en fait, il est en train d'essayer de faire avaler la pilule
de la répartition des migrants partout sur le territoire pour non pas se séparer du problème, mais pour disperser le problème et essayer de le diluer. Mais en réalité, quand il y en a peu, ça passe, mais quand en fait, en réalité, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont à la fin des fins être réparties partout dans les villages, évidemment, les Français vont sentir la différence entre leur vie d'avant et la vie de demain avec les migrants. C'est parce que je reviens sur la phrase, il veut répartir, mais ne veut pas résoudre. Ah bah évidemment, c'est ce que je vous dis, c'est qu'en fait, en réalité, il pourrait très bien avoir une politique d'expulsion. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on entend parler d'un projet de loi immigration. Où est-il ? Ça fait 6 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Il y a eu des ministres de chez lui qui ont alerté sur la situation. Je pense évidemment à Gérard Collomb, qui a dit qu'aujourd'hui on vivait côte à côte, demain on vivra face à face. Mais il ne veut pas s'emparer de ce sujet, qui visiblement est un sujet qui le gêne, qui le met mal à l'aise. Et donc, au lieu d'expulser, au lieu d'avoir une politique d'immigration ferme, il préfère laisser les Français se débrouiller partout en France avec ces problèmes d'immigration. Et si vous, par un miracle, vous pouviez lui dire à l'oreille comment résoudre, zoomer peut-être sur un problème en particulier, qu'est-ce que vous lui diriez ? Ah bah je lui dirais déjà de nommer les choses, premièrement. Deuxièmement, je lui dirais en fait nommer les choses, parce que lui il le sait, je pense. Enfin, je vois pas comment on peut être aveugle quand on est au pouvoir. Soit il est justement isolé dans sa tour d'argent et il refuse de parler à toutes les personnes qui sont sur le terrain, notamment aux policiers qui sont évidemment au fait de ce qui se passe. Et donc je lui dirais déjà nommer les choses, monsieur le président, premièrement, et deuxièmement surtout agissez. C'est-à-dire que on l'a vu, il y a des gens expulsés dans ce pays, on le voit dans les prisons, il y a des gens expulsés, on le voit au niveau de la fermeture des frontières, on le voit au niveau des accords à l'international pour essayer de protéger notre pays des vagues de migration qui peuvent arriver ici et là. Qu'attend-il le président de la République pour faire tout cela? Et encore une fois, je crois que notre devoir en tant qu'opposant politique, c'est de ne jamais oublier de le rappeler, de continuer de le marteler pour que les gens s'en rendent compte. Et parce que moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur que les Français s'en rendent compte, non pas parce qu'ils nous ont écoutés ou parce qu'ils ont écouté le président de la République, mais parce qu'ils vont le vivre dans leur quotidien. Et ça risque d'être absolument désastreux. Je vous prends un exemple très concret, mais quand dans la Creuse, un monument aux morts est tagué et qu'on en a remplacé, donc c'est un monument aux morts rendant hommage aux soldats français morts pour défendre la patrie, et que ça a été remplacé par les noms d'Adama, de Naël, etc., on voit qu'il y a une volonté de la part de cette immigration de prendre la place même de nos morts, de nos martyrs, de nos héros, et ces personnes-là en fait sont en train d'essayer de nous remplacer au niveau démographique, mais aussi culturellement. Vous parliez d'expulsion, et j'imagine que le sujet sous-jacent pour vous c'est la remigration. Est-ce que ça veut dire que les perspectives d'assimilation sont mortes ? Pas individuellement, c'est-à-dire qu'évidemment que des personnes venues de l'étranger peuvent s'assimiler à ce qu'est la France, évidemment. Maintenant, oui, parce que, évidemment, il y a la rémigration, vous avez raison, les expulsions, mais en amont, il y a la fermeture des frontières. Il faudra, dans les années à venir, de toute façon, réduire drastiquement, voire définitivement l'immigration. Pour autant, individuellement, on peut encore assimiler, mais on n'assimile pas on assimile, vous savez, c'est la fameuse phrase, on assimile des individus, on n'assimile pas des masses. Et plus ils sont nombreux, plus il est compliqué de le faire. Et encore une fois, on le voit. Et d'ailleurs, les pouvoirs en place l'ont souvent dit, mais nous, ça s'appelle Reconquête. C'est le nom du parti d'Éric Zemmour. Mais il y a des zones appelées par l'État et les responsables politiques qui sont appelées des zones de reconquête républicaine. Mais s'il faut reconquérir quoi que ce soit, c'est qu'il y a eu un souci, c'est qu'il y a eu une conquête auparavant. Et il est vrai que dans d'innombrables quartiers, on sent bien que le remplacement est effectif de la population, je vous dis démographiquement parlant, culturellement, et que de toute façon, ces gens-là, je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de s'assimiler, et qu'aujourd'hui, l'État propose des solutions pour s'assimiler. Et d'ailleurs, ce qui nous permet de faire un petit glissement, mais parce que je sais que vous allez me parler après du remaniement, mais l'éducation nationale a eu un rôle là-dedans, et qui n'a pas su jouer efficacement pour justement permettre à des personnes venues de l'étranger de s'assimiler à ce qu'est la France. Mais je reviens sur les solutions. Au-delà de l'expulsion, de la remigration, etc., des frontières, est-ce qu'il y a des propositions dire peut-être plus ciblées en fonction des banlieues pour simplement redynamiser, rendre plus sain? Est-ce que vous considérez qu'on a tout essayé pour les banlieues? Non, pas du tout. C'est-à-dire que je vous prends un exemple, là, les émeutes, c'est 650 millions d'euros de dégâts. Oui. Qui va payer? Le contribuable. Et pourquoi, et c'est ce qu'a proposé Éric Zemmour, on ne fait pas plusieurs choses assez simples. Évidemment, payer les casseurs qui ont détruit des écoles, parce qu'après... j'y viens après, mais qui ont cassé des écoles, des commissariats, des transports, etc., ce qui en plus théoriquement devrait leur permettre d'avoir des bonnes conditions. Premièrement. Deuxièmement, on peut très bien mettre en place des travaux d'intérêt général pour les casseurs, c'est-à-dire qu'ils ont cassé, mais qu'ils réparent. Il y a des solutions et qui ne sont pas proposées aujourd'hui parce qu'on ne veut pas les stigmatiser au nom de cette solidarité nationale. Nous, les Français, on devrait être obligés de payer leurs dégâts. Mais pardon, je crois qu'aujourd'hui, les Français sont suffisamment taxés, sont suffisamment... imposable pour qu'en plus il n'ait pas à réparer des choses qui n'auraient pas dû être cassées. Parce que on entend souvent le discours victimaire qui est le suivant. S'ils cassent, c'est qu'ils sont dans une misère sociale. S'ils cassent, c'est qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions. S'ils cassent, c'est qu'en réalité ils ont été méprisés. Mais ce qui a été cassé, c'est des écoles, donc c'est-à-dire qu'on leur permet d'aller
étudier dans notre pays qui est la France. L'école est gratuite dans ce pays. On a cassé des transports qui, pour la plupart, ne sont pas forcément gratuits, mais en tout cas leur permettent de se déplacer d'un point A à un point B. Ils ont cassé des commissariats qui permettent, le cas échéant, à leurs parents de se défendre, d'être protégés par les forces de l'ordre. Ils ont cassé des bibliothèques, qui est peut-être la première des choses qui puissent permettre à des jeunes d'étudier, d'apprendre des choses, de s'enrichir. Ils ont cassé tout ce que nous leur avons offert, tout ce qui était offert à ces gens de banlieue. Mais ils n'ont qu'à réparer ou alors à payer, et ce n'est pas encore une fois des Français. Je vous prends un exemple, c'est pas un Français de la Creuse qui lui n'a pas la chance d'avoir toutes les infrastructures de réparer financièrement tout leur délire. J'entends bien, mais j'entends bien sur les émeutes. Si on va avant les émeutes, qu'est-ce qu'on peut faire pour refaire du lien, faire aimer la France et peut-être redynamiser cette manière le tissu social Bien sûr, alors dans certains quartiers. Ce qui est vrai, c'est que le lien social est désagrégé, qu'il y a une coupure évidemment énorme, mais encore une fois, au risque de me répéter, mais la première cause de cela, de cette rupture du lien social et de cette séparation, de cette segmentation entre certains quartiers et le reste du pays, elle est liée au nombre. Donc ça, c'est la première chose. Donc encore une fois, on peut... Et c'est peut-être trop tard là-dessus. Mais en tout cas, le fait est que c'est parce qu'il y a eu un trop grand nombre de personnes que ce tissu a été désagrégé petit à petit. Premièrement. Deuxièmement, je crois qu'il faut une sévérité de nouveau retrouvée dans l'éducation. C'est-à-dire que les professeurs là-bas ne sont pas respectés. On envoie des profs jeunes qui se retrouvent submergés par des élèves qui n'ont pas envie d'étudier et qui n'ont pas envie de les respecter. Autre point, il y a évidemment le sujet du trafic de drogue qui réduit aujourd'hui la vie des banlieues. D'ailleurs, c'est eux qui ont sifflé à la fin de la récréation avec les émeutes. Il y a évidemment ce sujet-là où en fait des jeunes se retrouvent à 16 ans à être mieux payés que s'ils avaient fait un bac plus 5. Donc forcément, quand on propose à un gamin de faire le guetteur ou de crier hara pour se retrouver à être mieux payé qu'un type qui, encore une fois, sort d'une grande école, on ne peut que comprendre que la voie de la facilité puisse les appeler. Autre point également, il y a le sujet évidemment de l'influence de la religion musulmane dans ces quartiers-là, qui aujourd'hui, pareil, gangrène un grand nombre de quartiers. On le voit avec les ports de tenue islamistes, on le voit avec le port de la baya, on le voit avec les imams qui ont un poids extrêmement important dans ces endroits-là. Donc on doit évidemment s'attaquer férocement au trafic de drogue qui, en plus de faciliter la vie de certaines personnes, détruisent la vie d'autres. C'est-à-dire que c'est un fléau qui touche évidemment, c'est un sujet qui touche évidemment énormément les jeunes, et d'ailleurs les jeunes pas que de banlieue, qui se retrouvent à consommer énormément de drogue, et on sait d'où elle vient d'Amérique du Sud, soit par les voies d'aéroport, soit par les conteneurs qui peuvent arriver au Havre, soit carrément par des personnes venues de la Guyane qui se retrouvent à avaler des 1 kg de cocaïne, etc. Donc on sait où ça peut se taper, mais il faut taper très fort. Et le sujet évidemment de la propagation d'un islam conquérant dans les banlieues, c'est s'attaquer évidemment aux mosquées radicalisées, c'est être capable de les fermer réellement, parce que vous savez, on a un ministre de l'Intérieur aujourd'hui qui, quand il ferme une mosquée, il la ferme 6 mois. Nous, on considère avec Éric Zemmour que si l'on détecte une mosquée radicalisée, il faut la fermer définitivement et qu'il ne faut pas qu'il y ait de cadeaux. Vous savez, nous, on considère que quand il faut expulser un imam, on n'a pas à le chercher pendant 6 mois et le retrouver en Belgique. Voilà, ça c'est la différence entre Éric Zemmour et Gérald Darmanin. C'est que si nous étions au pouvoir, nous serions extrêmement fermes face à tout ça. Alors, autre actualité chaude, et vous en avez parlé, le remaniement ministériel, un changement très commenté, la nomination de Gabriel Attal à la place de Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation. Quelle lecture vous faites de ce changement ? C'est un échec cuisant pour le ministre Pape Ndiaye, premièrement. C'est-à-dire qu'on a, nous, tout au long de l'année, avec Parents Vigilants notamment, c'est une association qu'on a créée avec Reconquête, un mouvement qu'on a créé avec Reconquête qui avait pour but de s'intéresser aux problèmes dans l'école, que ce soit du wokisme, de l'islamisation justement, du harcèlement scolaire. Le fait est que c'est un échec cuisant pour ce ministre qui a été pourtant couvert par tout le gouvernement à l'époque. On nous expliquait qu'il était très bien, que c'était quelqu'un de brillant, qui allait réussir à résoudre les problèmes de l'école. En réalité, c'est un idéologue qui n'a absolument rien fait pour sauver notre système éducatif. Ce qu'on voit, c'est que Gabriel Attal, lui, de son côté, a eu un discours plus ferme. Il faut être honnête. Donc on va voir ce que ça donne, évidemment, parce que les beaux discours, on les a eus avec Blanquer, on les a avec Macron, on les a avec Darmanin. Son discours d'arrivée à la place de M. Pape Ndiaye est évidemment plus intéressant. Il nous... Vaut mieux Gabriel Attal. Sur le papier, sur le papier, ce qu'on entend, c'est qu'il vaut mieux Gabriel Attal. C'est quelqu'un, de toute façon, indéniablement talentueux. Ça, c'est évident. Par contre, s'il est... et c'est ce qui malheureusement semble promis au destin de l'éducation nationale. S'il est macroniste comme son patron, on aura des grands discours, des beaux discours, et en fait à la fin peut-être peu d'actes, parce qu'il faut être courageux pour s'attaquer au problème de l'école, il faut être courageux pour faire appliquer la loi de la République dans certaines écoles, il faut être courageux pour être sévère avec les voyous, il faut être courageux pour décider de s'attaquer parfois justement plus aux syndicats des professeurs qui peuvent être particulièrement retors. Donc voilà, encore une fois, moi je vous dire très sincèrement, si demain Gérald Darmanin, Gabriel Attal et Macron mettaient en place, et M. Macron mettait en place une politique
de sévérité absolue, d'ordre réel, et qui allait dans le bon sens, moi je serais le premier à m'en réjouir. Vous savez, nous, c'est pas les personnes qui nous intéressent, c'est les actes qui vont être posés par les différents gouvernements. Je crois que chaque Français rêve que le pays aille mieux, mais le fait est que ça fait 6 ans qu'Emmanuel Macron est aux responsabilités, et que malheureusement, ça bouge pas trop. Moi, encore une fois, je vous dis, je rêverais que M. Macron, demain, puis la Nouvelle-Calédonie, revienne et soit le président attendu par beaucoup de Français, parce que vous savez, beaucoup de sujets que j'évoque depuis tout à l'heure, mon avis et l'avis de Reconquête est partagé par un grand nombre de Français, que ce soit sur l'immigration, sur l'éducation, etc. Maintenant, voilà, les beaux discours, on les connaît. C'est toujours agréable d'entendre un beau discours, mais maintenant, il faut des actes. Et alors, qu'est-ce que ça te dit d'Emmanuel Macron qui soit inactif, comme vous le dites ? Bah, en fait, c'est vraiment... je vais dire une phrase qui est à peu près du même niveau que l'eau ça mouille, mais Emmanuel Macron, c'est en même temps. C'est-à-dire que c'est en même temps Gérald Darmanin, c'est en même temps Dupond-Moretti dans les discours. C'est en même temps Pape Ndiaye, c'est en même temps Gabriel Attal, c'est en même temps des discours sur l'ordre, sans jamais aller au bout. Et ça, c'est depuis 6 ans. Encore une fois, je dis, là, ce que je vous dis, j'ai vraiment pas l'impression d'écrire la lune, mais c'est vraiment un président qui a besoin de plaire à droite à gauche, qui a besoin, qui est dans un calcul politique permanent de tacticiens, qui parfois calculs qui parfois se sont avérés payants, mais qui en réalité depuis quelques mois maintenant se sont absolument ratés. On l'a vu au tout début de la Macronie, ça marchait un petit peu, il a réussi à faire un coup, il a eu la majorité à l'Assemblée, il a réussi à se faire élire, etc. Aujourd'hui, le fait est que ces stratégies ne fonctionnent plus, et que vu que ces stratégies ne fonctionnent plus, lui est discrédité, et en plus de ça, sa politique ne suit toujours pas. Donc j'imagine que vous n'attendez rien du projet immigration qui doit passer à l'Assemblée. On verra ce que ça donne, mais de ce qui a été dit pour le moment, à part les travailleurs détachés, qui ne vont pas vraiment dans le bon sens, on n'a pas grand-chose. Et puis surtout, encore une fois, ça urge, c'est-à-dire que, pardon l'expression, mais c'est aujourd'hui un sujet extrêmement important pour de nombreux Français, et c'est pas aujourd'hui, en 2023, que l'on découvre qu'il y a des problèmes d'immigration. Vous savez, il y a des personnes comme Éric Zemmour, comme d'autres hommes politiques, Philippe de Villiers, d'autres qui en parlent depuis, Jean-Marie Le Pen évidemment, qui en parlent depuis des années. Et là, on a l'impression que leur projet de loi immigration, il arrive comme un cheveu sur la soupe en disant « Ah, bah, il y a un problème d'immigration, il faut le résoudre », mais pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va en même temps régulariser tout un tas de travailleurs détachés, etc. Et en fait, j'ai malheureusement peur que rien ne change avec cette loi. Est-ce que vous vous sentez minoritaire sur ce sujet ? Parce que vous le disiez tout à l'heure, à droite, même jusqu'au centre, il y a, je vais pas dire un consensus, mais on peut discuter de l'immigration, on peut trouver des accords, etc. C'est quand même curieux que ce soit le sujet clivant sur lequel il y ait peu ou pas d'avancées au fil des années. Bah parce qu'on n'est pas au pouvoir déjà, tout simplement. On a eu une droite au pouvoir qui a trahi, qui avait promis, on va rappeler la phrase de Sarkozy, mais de passer le Karcher et d'être extrêmement ferme sur l'immigration avec un grand ministère de l'identité nationale. Rien n'a été fait, cette droite-là a trahi incontestablement, et d'ailleurs ils en payent aujourd'hui le prix fort, premièrement. Deuxièmement, il y a des cris d'orfraie à chaque fois que le sujet est évoqué. On le voit avec un système médiatique et politique qui se défend extrêmement bien à ce sujet-là, qui est capable de CF l'affaire Lola. On a un sujet d'immigration, on a un sujet de violence qui est lié immédiatement avec un sujet d'immigration parce que c'est une personne sous OQTF, et on arrive à renverser la machine pour non pas attaquer le sujet d'immigration, mais pour attaquer ce que eux appellent l'extrême droite. Donc il y a tout ce système qui est extrêmement bien huilé pour empêcher d'en parler. En revanche, le réel est si fort et les faits sont si puissants qu'aujourd'hui les Français en majorité ont compris qu'il y avait un souci là-dessus. Et d'ailleurs, même mieux que ça, le nombre d'élus ou de politiques, notamment centristes et des guillemets, de la Macronie, du Modem, etc., à qui on parle en privé après un plateau ou à l'occasion d'une rencontre, etc., qui nous expliquent qu'ils savent ce qui se passe et qu'ils ont compris qu'il se passe quelque chose d'absolument dangereux dans ce pays. C'est absolument effarant et ça a bougé en peu de temps. Je vous prends un exemple, mais encore une fois, qui est le plus marquant de tous. Il y en a deux. C'est évidemment François Hollande, à la fin de son mandat, qui explique qu'il y aura une partition, et l'autre, c'est Gérard Collomb. Mais à chaque fois, ils attendent d'être partis du pouvoir pour en parler. Vous avez reçu Manuel Valls lors du débat de Valeurs Actuelles il y a quelques mois maintenant. Enfin, le discours de Manuel Valls aujourd'hui, qui signe des tribunes dans Valeurs Actuelles pour expliquer qu'il y a un sujet sur l'identité nationale et l'immigration, alors qu'il était ministre de l'Intérieur puis Premier ministre, et c'est absolument lunaire. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que derrière tout ça, et Mélenchon en est l'incarnation parfaite, il y a des visées électorales. Parce que, évidemment, plus l'immigration monte, ou les populations d'origine étrangère montent, ce sont des électeurs en plus, et ils ne veulent pas les brusquer. Ils ne veulent ni brusquer le système médiatique, ni brusquer de potentiels électeurs. Et cette stratégie-là, elle a été évidemment inventée par Terra Nova il y a ça une dizaine d'années, qui explique qu'ils n'auront plus, la gauche en l'occurrence, n'aura plus les travailleurs, mais ils peuvent avoir les populations d'origine immigrée. Mais alors, comment vous expliquez que la gauche actuelle, qui est à l'Assemblée, malgré les émeutes, malgré l'appel à la révolte, etc., ne soit toujours pas
disqualifiés unanimement. C'est-à-dire que leur poids politique persiste encore et c'est votre force, votre adversaire principal. Comment se fait-il que malgré tout, cette année à l'Assemblée qui a été absolument calamiteuse, puisse encore avoir un poids, une parole entendue, etc. de partout? Déjà, ils sont unis. La NUPES a réussi cet exploit d'être unie. Et même si on voit des grandes différences aujourd'hui se creuser de semaine en semaine, ils sont quand même arrivés unis à l'Assemblée. Ils sont arrivés dans un seul et même bloc, puissant, avec beaucoup de députés qui, pour certains, sont, il faut le reconnaître, talentueux, ou en tout cas capables de coups médiatiques, à défaut d'être talentueux et travailleurs, au moins, il faut le reconnaître, capables de coups médiatiques, qui arrivent à faire parler d'eux, qui arrivent à se défendre. Premièrement. Deuxièmement, la gauche a cette force que nous n'avons pas forcément tout le temps à droite, ou en tout cas toute la droite ne l'a pas, c'est de ne pas s'excuser, de ne pas reculer face à des pressions médiatiques, face à des attaques du camp adverse. C'est-à-dire que moi j'ai rarement vu, ou je n'ai jamais vu Jean-Luc Mélenchon s'excuser de quoi que ce soit. Au contraire, plus il est attaqué, plus il contre-attaque. Je n'ai jamais vu Sandrine Rousseau s'excuser de quoi que ce soit. À la rigueur, elle supprime un tweet. À la rigueur. Globalement, c'est son plus grand pas en arrière. J'ai jamais vu, même sur le cas d'Adrien Quatennens, les leaders de la France Insoumise réellement reculer. Imaginez la Ça, même... c'est typiquement, il y a eu l'affaire, il y a eu l'affaire Taboif, il y a eu l'affaire Mais Quatennens, malgré ça, la NUP... imaginez l'inverse, c'est-à-dire qu'on le voit avec Ouais. Fillon. Fillon, pardon, mais je vous prends un exemple. Fillon, c'est une affaire de costume. J'ai même pas envie de la commenter, c'est même pas le sujet, mais vous avez vu le cataclysme que ça a été médiatiquement face à François Fillon. Pourtant, il s'est pas excusé. Il s'est pas excusé, mais les autres autour l'ont lâché. Son camp le lâche à ce moment-là. Enfin, on va pas refaire l'histoire, mais Ouais, il est bien sûr. lâché par son camp. Les gens expliquent qu'il faut le remplacer. Vous savez, c'est le plan B avec Baron à l'époque. On parle de Sarko et Juppé pour le remplacer. Enfin, pour une attaque comme ça, il se lâche. Alors qu'en face, il y a eu évidemment des distensions. Ce serait trop simpliste de dire qu'il n'y en a pas eu, mais globalement, les leaders, notamment Mélenchon, ne l'a pas lâché. Donc ça, c'est le deuxième point. Ils ne s'excusent jamais. Troisièmement, il faut reconnaître que leur stratégie n'est pas si idiote que ça. Jean-Luc Mélenchon, il veut être le président, il veut être le candidat de l'immigration. Il veut être le candidat des personnes d'origine étrangère. Il veut être le candidat qui les défend coûte que coûte. Et d'ailleurs, on le voit en Seine-Saint-Denis. Combien d'élus la France Insoumise a-t-elle? Elle a rempli toutes les circonscriptions de Seine-Saint-Denis avec 2 ou 3 élus, je ne sais plus. Avec une abstention record. Bien sûr, mais ceux qui ont voté, ceux qui sont allés les soutenir, on sait où ils sont allés les chercher. Dans le 92, et je ne citerai pas le nom de cet élu, une élue du camp de la majorité à l'époque qui a perdu, quand on la croise et qu'on discute avec elle, elle nous explique que si elle a perdu, c'est que l'imam et les jeunes de banlieue sont allés chercher des personnes là-bas pour justement les mobiliser à voter. On sait que dans certains quartiers, il y a eu des appels à voter pour la NUPES lors des élections législatives. On le sait tout ça. Et quand ils vont à la marche des Traoré, vous comme moi sommes peut-être choqués, la Macronie est en train de se choquer, la droite évidemment est outrée, mais une partie de leur électorat trouve ça très bien et particulièrement content de ce qu'ils font. Les bobos Sciences Pistes de Grenoble ou de je ne sais quelle ville, ils trouvent que Jean-Luc Mélenchon il est dans un combat intersectionnel qui est absolument admirable, il faut aussi se rendre compte de ça. Mais le quatrième point, je pense quand même que beaucoup de Français, notamment des personnes soit âgées, soit venues du centre ou du centre droit, sont en train de se rendre compte que les seuls capables de faire front face à cette extrême gauche particulièrement violente et virulente, c'est le camp national, et c'est la droite, une vraie droite, une droite dure, civilisationnelle, et qui n'a pas peur de nommer le mal. Je reviens sur le remaniement ministériel, parce qu'il y a une autre donnée dans ce remaniement qui est un peu passée inaperçue, c'est le départ des ministres plutôt réticents à l'euthanasie. Je pense à François Braun et Jean-Christophe Combe. Est-ce que pour vous, c'est une information qu'il faut prendre au sérieux? J'ai pas suivi toutes les positions de M. Braun, mais j'ai eu l'occasion de l'écouter notamment sur une matinale, enfin sur plusieurs matinales, notamment de BFM, où le sujet était abordé, qu'il était, c'est vrai, très prudent sur le sujet. Mais encore une fois, je crois que ce n'est pas le ministre de la Santé qui aurait décidé à la fin des fins. Je pense que le président de la République, Emmanuel Macron, s'il a envie de la faire passer, il les fera obéir. Je crois que tout le monde a compris ça, que de toute façon, le gouvernement était aux ordres d'Emmanuel Macron, que ce soit sur l'éducation nationale, où en réalité, c'est Macron qui a la main derrière. On l'a vu à Marseille. On le voit sur le plan de l'immigration. En fait, c'est lui qui dicte le tempo de son gouvernement. Et je pense que sur les questions sociétales, de société, ce sera aussi Emmanuel Macron qui aura à la fin le dernier mot. Donc encore une fois, je crois qu'on... Même si évidemment il est mieux d'avoir des gens réticents à l'euthanasie, ou en tout cas des gens prudents sur ce sujet, parce que c'est un sujet complexe et qui touche en plus pour le coup vraiment dans le plus profond de l'être humain, à la fin des fins, ce sera le président de la République qui aura le dernier mot. D'accord. On va passer à un sujet électoral, puisque nous sommes à moins d'un an des élections européennes. Comment Reconquête aborde cette élection? C'est-à-dire on est 10 mois avant.
Et est-ce qu'elle peut gagner sans l'union des droites ? Sans l'union des droites ? Ouais. Bah moi je crois que la victoire finale elle se fera grâce à cette union, grâce à ce rassemblement. On le voit dans d'autres pays, notamment en Europe, où en réalité c'est ces unions qui ont permis d'arriver aux responsabilités. Donc je pense que c'est la meilleure solution pour gagner. Et en tout cas, surtout pour gouverner à la fin des fins, parce que c'est l'objectif, on n'est pas là juste pour faire des beaux scores aux élections. On peut faire tant qu'on n'a pas passé la barre des 50, on peut faire des beaux scores, ça sert à rien. Premièrement. Deuxièmement, je crois qu'il n'y aura pas de liste commune, enfin je crois que c'est pas un secret, il n'y aura pas de liste commune malheureusement à droite, mais les élections européennes sont une élection particulière parce qu'il n'y a pas la logique de second tour par la suite, c'est une élection à la proportionnelle, il n'y a donc pas de vote utile, il n'y a donc pas d'intérêt à voter pour une liste plutôt qu'une autre pour des raisons de calcul électoral. C'est pour ça d'ailleurs que par le passé, les Verts ont toujours fait des jolis scores, que les listes dites plus petites ont pu tirer leur épingle du jeu parce que les Français votent par conviction directe, c'est-à-dire que c'est la liste qui leur correspond le plus, qui parle le plus de leurs problèmes et qui leur apportera le plus de solutions qui normalement devraient attirer leur attention. Donc je pense que l'élection européenne est une élection importante pour Reconquête et dans laquelle nous ferons un beau score parce que on l'a vu tout au long de la campagne présidentielle, on a créé un espoir et on nous sommes montés très haut dans certains sondages et je crois que personne ne peut contester le fait qu'il y a eu des mouvements de vote utiles dans la dernière ligne droite notamment pour voter pour Madame Le Pen afin d'éviter l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon au second tour. Là, cette fois-ci, en juin prochain, en 2024, les Français voteront pour la liste qui leur aura paru la plus courageuse, la plus solide sur les convictions, pour la droite civilisationnelle, pour une droite qui apportera des solutions. Et on l'a vu pendant les émeutes ou pendant ces dernières choses. Le réel nous a donné raison. Le réel a donné raison à Éric Zemmour sur beaucoup de points, mais d'ailleurs pas que sur l'immigration. Je vous prends un exemple un peu lointain maintenant, mais qui date d'il y a un an. C'était d'anciens ministres de la Santé qui ont écrit une tribune dans Le Monde, reprenant la quasi-totalité des solutions abordées par Éric Zemmour lors de la campagne présidentielle, sur la question de l'éducation, où Éric Zemmour, dès septembre dernier, a lancé un grand chantier là-dessus, avec les parents vigilants. Je vous prends l'exemple évidemment de l'insécurité, où nous avons apporté des solutions là-dessus. Et donc je crois vraiment que si nous arrivons à montrer aux Français qu'il faut voter pour cette liste-là, pour une liste qui ne trahit pas, qui n'a pas peur, elle peut faire un beau score. Et puis surtout, si les Français... Et moi, je le vois au quotidien, nous sommes au mois de juillet, j'ai eu l'occasion de voir plein de gens politiques, plein de copains, à différentes occasions, des week-ends d'amis, différents mariages et plein de gens venus de toutes parts. Les gens ne comprennent pas pourquoi nous ne sommes pas ensemble. Alors, à l'occasion de ces élections européennes, les Français pourront aussi dire qu'ils veulent ou non l'union. Parce que si nous voulons l'union, il faudra que Reconquête soit fort pour imposer à terme cette union pour gagner. Laurent Wauquiez a parlé d'une politique sacrée. C'était dans les tribunes du Figaro il y a quelques semaines. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec les Républicains et avec Laurent Wauquiez ? C'est une politique sacrée ? Une politique d'union sacrée, pardon. Ah, d'union sacrée, pardon. Nous, on est prêt à bosser avec toutes les personnes qui vont dans le bon sens. Moi, quand j'entends certaines personnalités des Républicains, je n'aurais aucun problème à travailler avec. Quand j'écoute le discours de François-Xavier Bellamy, de Bruno Retailleau, franchement, surtout ces derniers temps... ça ne nous poserait absolument aucun problème, mais nous leur avons tendu la main. Je crois qu'on pourrait nous faire beaucoup de reproches, mais pas celui d'avoir tendu la main, d'avoir proposé de travailler ensemble. On l'a proposé à l'occasion des élections législatives. Tout au long de l'année, nous avons proposé à la fin des fins de se rassembler. Ils ne veulent pas. Alors certains, chacun a ses raisons, mais moi je crois qu'à la fin des fins, c'est surtout des raisons de politique politicienne qui empêchent ce rassemblement et pas du tout des raisons idéologiques, même s'il y a des différences. Mais je crois que nos points communs sont plus forts que nos différences. Parce qu'économiquement, il y a des différences avec le Rassemblement national. Sur des questions notamment de société, il y a des fortes différences avec le Rassemblement national. Sur les questions de fermeté, je crois qu'il y a des fortes différences avec les Républicains. Mais en tout cas, les bases électorales sont extrêmement proches. Et l'exemple que je prends souvent, c'est que je vous mets au défi de prendre... Avec les LR, entre Reconquête et les LR. Il y a Les bases électorales sont très proches. Oui. Mais vous prenez le discours sur l'immigration, l'identité et l'insécurité d'un militant ou d'un sympathisant ou d'un électeur du Rassemblement national, des Républicains de Reconquête, vous les faites parler à face cachée, et les gens doivent trouver à qui appartient ce discours et à quelle partie appartient la personne qui vient de parler. Je suis pas sûr que toutes les personnes qui regardent la vidéo puissent deviner si c'est un LR, si c'est un Reconquête ou si c'est un RN. Franchement. Et encore une fois, les gens, je pense que les Français ne comprennent pas pourquoi, alors que la gauche s'unit, que le centre s'unit et fait un bloc puissant pour ne pas perdre de pouvoir, pourquoi nous, de notre côté, nous sommes divisés en chapelles, alors qu'il y a, je pense, quelque chose à faire. Et d'ailleurs, toutes les études d'opinion prouvent que les électorats de Reconquête, du LR et du Rassemblement national sont favorables plutôt à cette union. Un peu moins chez les Républicains, c'est vrai, mais quand même, je crois, plus de 50%. Seuls les Républicains et Reconquête sont favorables à l'union des droites. Pourquoi pas le Rassemblement national, d'après vous ?
Alors, les Républicains ne sont pas spécialement favorables. Ils Oui. parlent souvent d'union. Parce que j'avais pris l'exemple de Laurent Wauquiez, mais Ouais, voilà. en Non, général. mais ils en parlent de temps en temps, etc. Mais le Rassemblement national aujourd'hui veut faire course en tête seul. Mais je crois, et on l'a vu à l'occasion de l'élection présidentielle et même des législatives, même s'ils ont réalisé un bon score, il manque encore 200 députés au Rassemblement national pour avoir la majorité et donc peser réellement. Euh, cette union-là, si elle ne se fait pas, c'est pour des raisons, je pense, de politique politicienne et non pas pour des raisons réellement de fond. Même s'il y a des différences, même s'il y a des différences économiques, sur des questions de société, sur des nuances, etc. Je pense qu'à la fin des fins, encore une fois, vous mettez un électeur Reconquête, un électeur des Républicains et un électeur du Rassemblement national, vous leur posez 5 questions sur l'immigration, l'identité et la sécurité. Bon courage pour faire la différence et deviner à qui appartient chaque personne et à chaque parti. Les bases sont très proches, malgré tout. Donc On ce voit- qui prime, pardon, c'est le patriotisme. Oui, je pense, mais parce si- qu'il y a si des jamais- priorités. Et si jamais on trouve des patriotes chez Horizon? Mais moi, je pense qu'ils vont bouger. Je pense que beaucoup de ces gens-là, qui sont aujourd'hui à Horizon ou à En Marche, enfin, ou à Renaissance, La République En Marche, je crois qu'ils se rendent compte que ces sujets-là, de l'immigration, d'identité nationale, sont des sujets qui deviennent extrêmement importants. Et non pas que les autres ne le soient pas, mais il faut hiérarchiser les priorités. La priorité, pour moi, aujourd'hui, elle est très simple, c'est le grand remplacement, par la suite le grand déclassement et le grand endoctrinement. Ce sont les 3 grands mots MAUX qui gangrènent notre pays, il faut absolument les affronter. Et pour cela, il faudra être capable de travailler ensemble. Quel regard vous portez sur la première année du RN à l'Assemblée nationale? Bah écoutez, Est-ce que vous avez découvert des personnalités, par exemple? oui, certaines. Certaines, alors pas non plus beaucoup parce que j'ai toujours beaucoup suivi l'actualité politique. J'allais vous dire, je sais que je l'avais reçu il y a quelques semaines, mais c'est vrai qu'une Laure Lavalette, je l'avais vue un peu pendant la campagne présidentielle, mais le fait est elle a continué d'émerger tout au long de l'année. Moi, j'ai suivi leur année, alors certaines choses évidemment sont positives, et il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Pour autant, certaines, moi, m'interrogent. Je vous prends, en tout cas, moi, ne sont pas mes positions. Quand je vois le groupe divisé sur la question de la corrida, moi, je ne comprends pas pourquoi donner tant de gages à la gauche. Je n'ai pas forcément compris leur niche parlementaire. C'était l'occasion pour eux d'aborder des sujets, notamment sur l'immigration, qui n'est jamais abordé à l'Assemblée nationale. Ils ne l'ont pas fait. Je n'ai pas compris certaines de leurs décisions à l'égard de certains de leurs députés qui ont commis des fautes, notamment des fautes très graves. Je pense à Joris Ebrard, avec une mosquée inaugurée dans le Vaucluse. Mais après, voilà, la plupart des députés du Rassemblement national sont, je le crois, des personnes, en réalité, même s'ils réfutent le terme, de droite, avec qui nous avons beaucoup de points communs, qui affrontent tant bien que mal les députés de la France Insoumise et de la NUPES. Voilà, après nous avons notamment, il y a eu une grosse séquence sur les retraites à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas nécessairement d'accord avec le Rassemblement national, puisque eux, je crois, alors j'ai pas forcément tout suivi, mais je crois qu'ils sont pour 62 ans. Pendant la campagne c'est 60 ans, mais là je crois que c'est 62 ans. Donc voilà, on a des différences économiques, etc. Mais dans l'ensemble, je crois que la plupart des députés du Rassemblement national essayent de faire leur travail avec courage. Ce n'est pas évident, je crois, aujourd'hui d'être député à l'Assemblée, surtout vu la cohorte de députés France Insoumise qui sont, j'imagine, peu sympathiques à croiser à l'Assemblée nationale, surtout à la buvette, j'imagine. Mais Vous en connaissez certains? LFI, Ouais. Bon, j'ai eu l'occasion de croiser certains à l'occasion de différents plateaux, mais pour tout Et vous comment dire... ça se passe hors des plateaux? Parce qu'on sait comment ça se passe autour de la table, mais Sincèrement, c'est pas les. Mais ils diraient la même chose de nous. Ils ne sont pas là pour être spécialement sympathiques. La plupart des gens, en réalité, hors plateau, sont relativement agréables. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais eu à me plaindre. Après, pour être très franc, je prends pas de café ou je m'arrête pas de discuter. Mais eux, d'ailleurs, ne le font pas non plus. Hein. Ouais. Moi, ça me dérangerait pas de discuter avec un député LFI. Je ne suis pas quelqu'un de sectaire. Mais eux, je ne crois pas qu'ils aient envie de le faire. Et d'ailleurs, on le voit, ils refusent de serrer la main à certains députés du Rassemblement national à l'Assemblée. Et moi, ça me paraît absolument absurde. Enfin, qu'ils arrêtent de faire leur vierge effarouchée quand dans leur propre rang, ils ont des personnes absolument nocives pour le pays. j'ai une dernière question sur les élections européennes et on s'arrêtera là-dessus. Sur la tête de liste. Non, parce que Ah. vous n'allez pas le dire. Ah, pardon. Mais Reconquête. Malin. reconquête au Parlement européen. Qu'est-ce qui change pour les Français? On aura, et on le voit dans les différents pays européens, que ce soit la Hongrie, que ce soit l'Italie, même aujourd'hui avec les élections en Espagne qui se sont déroulées il y a quelques jours, il y a la possibilité d'avoir un très gros groupe puissant, alors peut-être dans le cadre de l'ECR, nous verrons, de conservateurs, de personnes attachées à l'identité de chaque pays, qui veut que chaque pays puisse être souverain, notamment au niveau des grandes décisions et des sujets régaliens. Et je pense que nous aurons l'occasion, nous, de travailler avec ces partis-là si nous réalisons un score. Mais encore une fois, tant que nous ne sommes pas arrivés au Parlement européen, il n'est pas possible de faire des
des pronostics trop avancés, parce que les rapports de force bougent en fonction des résultats, les rapports de force ne sont pas les mêmes entre si nous faisons 10 ou 20 députés, donc voilà, je crois qu'il faut être prudent là-dessus, mais en tout cas, et Marion Maréchal et Nicolas Bell ont prouvé ces dernières semaines et ces derniers mois en rendant visite aux Suédois, en étant en Hongrie il y a quelques temps dans le clan de Marion Maréchal, etc. Donc on aura la possibilité de travailler avec eux, nous avons des députés européens et nous avons des personnalités qui ont un très gros réseau européen pour justement travailler intelligemment. Ce que je veux dire, ce que je veux dire par ma question, c'est, et je vais le dire de manière un peu légère, mais est-ce que le scrutin européen est sous-coté? C'est-à-dire qu'à l'époque où l'Europe a absolument tous les leviers, c'est élémentaire, et notamment pour des questions migratoires, de se retrouver au Parlement. En fait là c'est un entretien, je veux dire sous-coté ou sur-coté sur... Non, 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 mais vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Alors je sais pas si c'est sous-coté. En tout cas, je pense que les Français ne s'y intéressent pas forcément assez, alors qu'il y a des vrais sujets, il y a des vrais moments, et je vous invite, et j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à regarder le travail, notamment de Nicolas Bell, qui au Parlement européen a l'occasion de prendre régulièrement la parole pour alerter sur plein de sujets, des sujets liés à l'immigration, des sujets sur des normes européennes, il y a le sujet évidemment